Dans l'espace médiatique français, Philippe Cavrivière occupe une place singulière. Chroniqueur redouté, humoriste incisif, observateur féroce du monde politique et social, il s'est imposé par une parole rapide, tranchante, souvent cruelle en apparence, mais toujours d'une précision chirurgicale. Pourtant, derrière cette mécanique du rire parfaitement huilée, se cache une histoire intime longtemps tenue à distance des projecteurs. Une histoire marquée par la maladie, la perte et un silence soigneusement entretenu. La disparition de sa mère et de sa sœur, toutes deux emportées par le cancer. Ce drame familial, Philippe Cavrivière ne l'a jamais placé au centre de son discours public. Il n'en a pas fait un levier émotionnel ni un argument d'autorité morale. Pendant des années, cette tragédie est restée enfouie, presque invisible, comme si elle appartenait à une autre vie parallèle à celle que le public croyait connaître. Comprendre ce choix, c'est revenir aux origines. À l'enfance, à la structure familiale, aux premières de fissures, et à la manière dont un homme apprend très tôt à se taire pour survivre. Philippe Cavrivière n'a jamais cultivé le mythe d'une enfance romanesque ou chaotique. Pas de récit spectaculaire, pas de souvenirs mis en scène pour nourrir un personnage public. Son rapport à l'enfance est pudique, presque effacé. Pourtant, ceux qui s'intéressent à la construction psychologique des figures médiatiques savent que le silence est souvent plus révélateur que les confidences abondantes. Dans le cadre familial, la mère occupe une place centrale. Non pas comme une figure publique ou idéalisée, mais comme un socle. Une présence structurante, rassurante, autour de laquelle s'organise l'équilibre du foyer. Philippe grandit dans un environnement où l'on valorise la retenue, la dignité, le fait de ne pas exposer ses failles. On ne dramatise pas, on encaisse, on avance. La relation mère-fils, telle qu'elle transparaît indirectement dans certains propos ou attitudes, semble empreinte d'un attachement profond, mais discret. Pas d'exubérance affective, plutôt une forme de fidélité silencieuse. C'est souvent dans ce type de relation que se forge un sens aigu de la responsabilité émotionnelle, ne pas inquiéter, ne pas alourdir, ne pas se plaindre inutilement. À côté de la figure maternelle, la sœur occupe un rôle essentiel. Dans une fratrie, la sœur est souvent le premier témoin de la vulnérabilité. Celle avec qui l'on partage non seulement les souvenirs, mais aussi les silences, les inquiétudes tacites, les regards qui en disent plus que les mots. La relation entre Philippe et sa sœur n'a jamais été exposée publiquement. Là encore, pas de récit attendrissant, pas de photographies partagées, pas d'anecdotes livrées aux médias. Ce choix n'est pas anodin. Il révèle une frontière claire entre ce qui appartient au monde et ce qui relève de l'intime absolu. Lorsque la maladie surgit, elle ne frappe pas seulement un individu, elle bouleverse l'équilibre entier d'une famille. Le cancer, dans son irruption brutale, impose un nouveau langage fait de termes médicaux, de rendez-vous hospitaliers, d'attentes interminables et de peurs contenues. Dans de nombreuses familles, cette période est marquée par une parole saturée. Chez les Cavrivière, elle semble avoir renforcé le silence. L'annonce du cancer de sa mère constitue un premier choc. Ce moment précis où le réel bascule, où l'avenir cesse d'être une ligne continue pour devenir une succession d'hypothèses. Philippe Cavrivière traverse cette épreuve sans jamais la médiatiser, sans jamais en faire état dans son travail ou ses apparitions publiques. Ce choix n'est pas seulement une question de pudeur. Il s'inscrit dans une stratégie de protection. Pour beaucoup, parler de la maladie, c'est lui donner une place qu'elle ne mérite pas. C'est risquer qu'elle devienne l'axe autour duquel tout s'organise. En se taisant, on tente de maintenir une forme de contrôle, aussi illusoire soit-elle. La maladie progresse, impose ses contraintes, ses rendez-vous, ses moments d'espoir et ses rechutes. Philippe, déjà engagé dans un parcours professionnel exigeant, apprend à compartimenter. D'un côté, la scène, le micro, la satire politique. De l'autre, l'hôpital, les couloirs impersonnels, l'angoisse muette. La disparition de sa mère marque une rupture irréversible, la perte du pilier, de celle qui incarnait la stabilité, la continuité, la mémoire familiale. Pour beaucoup, la mort d'une mère est un événement fondateur, un avant et un après. Chez Philippe Cavrivière, ce deuil se vit dans la retenue la plus totale. Il n'y a pas de déclaration publique, pas de suspension médiatique spectaculaire, pas de discours larmoyant. Le travail continue, l'humour aussi. Vu de l'extérieur, rien ne semble changer. Et pourtant, intérieurement, le paysage est bouleversé. Ce type de deuil, vécu dans le silence, laisse souvent des traces profondes. Il ne s'exprime pas par des effondrements visibles, mais par une rigidification émotionnelle. Une nécessité de tenir coûte que coûte. De ne pas céder à ce que l'on perçoit comme une faiblesse dangereuse. Comme si la perte de la mère ne suffisait pas, le destin s'acharne. La sœur de Philippe est à son tour touchée par le cancer. Cette répétition est souvent décrite par ceux qui la vivent comme une injustice insupportable. Le sentiment que le sol se dérobe une seconde fois, alors même que l'on n'a pas encore eu le temps de se relever. Ce second choc agit comme une confirmation brutale. Le drame n'était pas un accident isolé, mais une réalité durable. Pour Philippe Cavrivière, cette période renforce encore le repli sur soi.
La parole devient plus rare. L'humour, paradoxalement, plus affûté. La maladie de sa sœur, puis sa disparition, constituent une blessure d'une autre nature. La sœur n'est pas seulement un parent, elle est une part de l'enfance, un témoin de la construction identitaire. La perdre, c'est perdre un miroir, quelqu'un qui connaissait l'homme avant le personnage. Pourquoi Philippe Cavrivière a-t-il choisi de ne pas parler? Pourquoi ce silence prolongé, presque obstiné? La réponse ne réside pas dans un refus de la vérité, mais dans une manière spécifique de la gérer. Pour certains individus, verbaliser la douleur la rend plus réelle, plus envahissante. Le silence, au contraire, agit comme un barrage. Il permet de continuer à fonctionner, à produire, à être efficace. Dans les métiers de l'exposition publique, cette stratégie est fréquente. Le public réclame une cohérence. Un humoriste doit faire rire, pas pleurer. En taisant son drame, Philippe Cavrivière protège non seulement son intimité, mais aussi son outil de travail. L'humour qu'il pratique repose sur la distance, la lucidité, la capacité à observer le monde sans être submergé par l'émotion. Exposer sa douleur aurait pu fragiliser cette posture. Derrière l'ironie mordante, derrière la satire politique, se trouve un homme marqué très tôt par la perte, qui a appris à transformer la douleur en silence, et le silence en force. Ce drame familial n'explique pas tout, mais il donne une clé de lecture essentielle. Il permet de comprendre pourquoi certaines limites ne sont jamais franchies, pourquoi l'intime reste verrouillé, pourquoi l'humour devient parfois une arme de précision plutôt qu'un espace de consolation. Il existe des douleurs qui transforment une vie et d'autres qui la redéfinissent entièrement. Pour Philippe Cavrivière, la perte de sa mère fut une fracture profonde. Mais la disparition de sa sœur, frappée à son tour par le cancer, a fait basculer cette fracture dans une dimension plus radicale encore, celle de la répétition, de l'injustice absolue et de l'épuisement émotionnel. À ce stade, il ne s'agissait plus seulement de faire face à un deuil, mais de survivre à une succession de pertes qui attaquaient les fondations mêmes de l'identité. Comment un individu encaisse-t-il un drame puis un autre sans s'effondrer publiquement ? Comment continue-t-on à exister socialement, professionnellement, quand la sphère intime est ravagée par l'absence? Et surtout, que laisse une telle épreuve dans le psychisme d'un homme dont le métier repose sur la parole, mais qui choisit obstinément le silence? Dans de nombreuses trajectoires de vie, le deuil est un processus. Lent, douloureux, chaotique, mais nécessaire. Il implique du temps, de la solitude, parfois de la parole. Or, dans le cas de Philippe Cavrivière, ce temps n'a jamais réellement existé. À peine la disparition de sa mère avait-elle commencé à s'inscrire dans la réalité que la maladie frappait de nouveau. Cette fois, c'était sa sœur. Une répétition presque insoutenable qui empêche toute forme de cicatrisation. Psychologiquement, ce phénomène est connu. Lorsque les pertes se succèdent, sans intervalle suffisant, le deuil se fige. Il ne peut ni s'exprimer pleinement, ni se résoudre. Pour Philippe, cette période correspond à un état de tension permanente. Il faut continuer à travailler, à honorer des engagements, à répondre aux attentes d'un public qui ignore tout du drame en cours. Dans le même temps, l'angoisse revient, identique et pourtant différente. Car perdre une sœur n'est pas perdre une mère, c'est perdre un alter ego, une mémoire commune, un témoin de l'enfance. La maladie de sa sœur ravive brutalement les souvenirs encore brûlants de la première épreuve. Les mêmes mots, les mêmes protocoles, les mêmes espoirs fragiles. Mais cette fois, la douleur est teintée d'un sentiment de fatalité. Comme si le destin s'acharnait, comme si la famille était devenue un terrain miné par la maladie. La sœur représente souvent une figure d'égalité. Contrairement à la mère, qui incarne l'autorité, la protection, la transmission verticale, la sœur est sur le même plan. Elle partage les codes, les souvenirs, les silences. Sa disparition crée un vide horizontal, une absence qui bouleverse la perception du passé autant que celle de l'avenir. Chez Philippe Cavrivière, cette perte semble renforcer une posture déjà bien installée, celle du contrôle. Ne rien laisser transparaître, ne pas se laisser déborder, continuer à maîtriser l'image publique comme si elle constituait le dernier espace de stabilité dans un monde intérieur devenu instable. Face au cancer, une émotion domine souvent toutes les autres, l'impuissance. Celle de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir soulager durablement, de ne pas pouvoir inverser le cours des choses. Cette impuissance est d'autant plus violente pour des personnalités habituées à la maîtrise du langage et de la situation. Philippe Cavrivière, dont le métier consiste à démonter les discours, à révéler les incohérences, se retrouve confronté à une réalité qui échappe à toute logique rhétorique. Aucun trait d'esprit, aucune analyse brillante ne peut lutter contre la progression de la maladie. Cette confrontation brutale avec les limites du verbe est un choc profond. Plutôt que de verbaliser cette impuissance, Philippe semble l'avoir intégrée, digérée en silence. Ce choix, loin d'être un déni, s'apparente à une stratégie de survie. Car reconnaître publiquement l'impuissance, c'est accepter une vulnérabilité qui peut être déstabilisante, surtout dans un univers médiatique peu indulgent avec la fragilité. L'une des questions qui se posent inévitablement est celle du travail. Pourquoi continuer ?
Pourquoi ne pas s'arrêter, se retirer, faire une pause? Pour beaucoup, le travail devient, dans ces moments-là, un refuge, une manière de structurer le temps, d'éviter que l'esprit ne se perde dans la douleur. Chez Philippe Cavrivière, le travail ne semble pas être une fuite, mais une nécessité. Il représente un espace où les règles sont connues, où le contrôle est possible. Sur scène, au micro, dans l'écriture, il retrouve une forme de pouvoir sur le réel. Un pouvoir symbolique, certes, mais essentiel pour maintenir un équilibre psychique. Cette continuité professionnelle, observée de l'extérieur, peut être interprétée comme une froideur. Elle est en réalité l'expression d'un combat intérieur, celui de ne pas se laisser engloutir, celui de rester debout, même lorsque tout incite à s'effondrer. Perdre sa mère, puis sa sœur, ne relève pas seulement de l'accumulation de chagrin. C'est une remise en question profonde de l'identité. La famille constitue le premier cadre de reconnaissance de soi. Lorsque ce cadre se délite, l'individu est contraint de redéfinir sa place dans le monde. Pour Philippe Cavrivière, cette redéfinition se fait sans mots, il n'expose pas sa douleur, mais il la transforme. Elle s'infiltre dans son regard sur la société, dans son rapport au pouvoir, à l'hypocrisie, à la violence symbolique. Son humour devient plus tranchant, plus précis, parfois plus sombre. Ce n'est pas un hasard si ses chroniques gagnent en intensité, à mesure que sa vie personnelle traverse ses tempêtes. La douleur ne disparaît pas, elle change de forme. Elle devient une énergie canalisée, une lucidité accrue face aux failles humaines. Dans de nombreuses cultures, le deuil s'accompagne de rites, de moments collectifs, de paroles partagées. Or, dans le cas de Philippe Cavrivière, ces rites semblent avoir été réduits à leur strict minimum. Le deuil reste confiné à la sphère privée, presque invisible. Cette absence de ritualisation publique peut entraîner un deuil différé. Une douleur qui ne s'exprime pas sur le moment, mais qui ressurgit plus tard, parfois de manière inattendue. Chez les personnalités publiques, ce phénomène est fréquent. L'obligation de tenir un rôle empêche l'effondrement immédiat, mais n'annule pas la souffrance. Le silence devient alors une sorte de contrat avec soi-même. Un engagement à ne pas céder, à ne pas exposer, à ne pas instrumentaliser. Mais ce contrat a un coût, celui d'une solitude émotionnelle profonde. La reconstruction intérieure de Philippe Cavrivière ne passe pas par le récit autobiographique. Contrairement à d'autres figures publiques qui choisissent la confession comme mode de résilience, il opte pour une autre voie, celle de la transformation indirecte. Il ne parle pas de sa douleur, mais il parle du monde avec une acuité renforcée. Il ne raconte pas son deuil, mais il dissèque les mécanismes de pouvoir, les postures morales, les faux-semblants. Cette posture lui permet de rester fidèle à lui-même sans renier son histoire. Dans cette reconstruction silencieuse, l'humour joue un rôle central. Non pas comme une consolation naïve, mais comme un outil d'analyse. Une manière de reprendre la main sur un réel qui a montré sa cruauté. La double perte de sa mère et de sa sœur n'est pas un simple épisode tragique dans la vie de Philippe Cavrivière. Elle constitue un socle invisible, une épreuve fondatrice qui façonne durablement son rapport au monde, à la parole et à la célébrité. Loin des projecteurs, loin des applaudissements, cette douleur a forgé une endurance particulière. Une capacité à encaisser sans s'exposer, à transformer l'intime en distance critique, à faire du silence non pas un vide, mais un espace de résistance. Il existe une idée largement répandue selon laquelle les humoristes seraient naturellement joyeux, portés par une légèreté presque instinctive. Cette vision romantique du rire résiste rarement à l'analyse des trajectoires personnelles. Chez Philippe Cavrivière, l'humour n'est pas une échappatoire naïve, encore moins une simple vocation artistique. Il apparaît plutôt comme une construction, une discipline, presque une armure forgée face à l'adversité. Après la perte de sa mère, puis celle de sa sœur, l'humour devient bien plus qu'un métier. Il se transforme en un langage alternatif, capable de contenir l'indicible sans jamais l'exposer frontalement. Là où d'autres choisissent la confession, Philippe Cavrivière opte pour la transposition. Il ne raconte pas la douleur, il la déplace. Dans la littérature psychologique, l'humour est reconnu comme un mécanisme de défense mature. Il permet de créer une distance entre soi et la souffrance, sans pour autant la nier. Contrairement au déni, il n'efface pas la réalité. Il la reformule. Chez Philippe Cavrivière, ce mécanisme est particulièrement visible. Son humour est rarement gratuit. Il vise, il découpe, il démonte, il s'attaque aux discours de pouvoir, aux postures morales, aux hypocrisies collectives. Cette précision n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une lucidité aiguisée par l'épreuve. La douleur personnelle agit ici comme un révélateur. Elle rend intolérables les faux-semblants, les indignations de façade, les discours creux. Celui qui a été confronté à la perte définitive développe souvent une allergie profonde au superficiel. L'humour devient alors un outil de nettoyage symbolique. Il serait erroné de croire que l'humour de Philippe Cavrivière parle directement de sa tragédie. Il n'y fait jamais référence explicitement. Pourtant, elle est partout, en filigrane. Dans le ton, dans la radicalité, dans l'absence de complaisance.
Après les drames familiaux, son regard sur le monde semble se durcir, non pas par cynisme gratuit, mais par refus de l'illusion. La satire devient plus incisive, parfois plus sombre. Elle ne cherche pas à consoler, mais à dévoiler. Ce déplacement est essentiel. Il permet à la douleur de trouver une issue sans devenir un spectacle. En transformant l'intime en analyse sociale, Philippe Cavrivière conserve sa dignité et protège sa sphère privée. Le rire agit comme un filtre. Il laisse passer l'émotion, mais sous une forme maîtrisée. Contrairement à une idée reçue, l'humour n'est pas ici un refuge passif. Il exige une rigueur intellectuelle constante. Écrire une chronique, construire une chute, maintenir un rythme, implique une présence totale à l'instant. Cette concentration extrême laisse peu de place à l'effondrement émotionnel. Pour Philippe Cavrivière, cette discipline est salvatrice. Elle impose une structure là où le chaos menace. Elle crée un cadre dans lequel la douleur ne disparaît pas, mais cesse d'être envahissante. Le rire devient un espace de contrôle. Cette posture explique en partie pourquoi il n'a jamais cherché à transformer son histoire personnelle en récit médiatique. Il n'en avait pas besoin pour exister artistiquement. Son travail parlait déjà pour lui, autrement. L'un des traits les plus marquants de l'humour de Philippe Cavrivière est la distance ironique. Il observe, il analyse, il pointe, mais il ne s'implique jamais émotionnellement de manière visible. Cette distance n'est pas froideur, elle est protection. Après avoir vécu des pertes aussi lourdes, l'exposition émotionnelle devient risquée. Elle peut rouvrir des failles à peine refermées. L'ironie permet de maintenir une barrière. Elle autorise la parole sans mise à nu. Dans le paysage médiatique français où l'émotion est souvent exploitée, cette retenue tranche. Elle confère à Philippe Cavrivière une singularité, celle d'un humoriste qui ne cherche ni l'empathie facile ni la compassion publique. Il serait réducteur de dire que Philippe Cavrivière rit pour faire rire les autres. Il rit aussi pour ne pas sombrer. Cette fonction du rire, rarement avouée, est pourtant essentielle. Elle concerne autant l'émetteur que le récepteur. Dans les périodes de deuil non verbalisées, le risque principal est l'isolement intérieur. Le rire, même acerbe, maintient un lien avec le monde. Il permet de rester en interaction, de continuer à exister socialement sans avoir à exposer ses blessures. Pour Philippe Cavrivière, chaque chronique, chaque intervention publique est une preuve de résistance. Une manière de dire « je suis encore là, debout, fonctionnel », même si, en coulisses, la douleur persiste. Il est impossible de ne pas voir dans cette posture une forme d'héritage, celui transmis par une mère discrète, digne, peu encline à l'exhibition émotionnelle, celui partagé avec une sœur qui connaissait les silences autant que les mots. L'humour devient alors une manière d'honorer ses absences sans les instrumentaliser, une façon de transformer la perte en exigence, exigence de justesse, exigence de vérité, exigence de lucidité. Cette transformation est peut-être l'aspect le plus marquant du parcours de Philippe Cavrivière. Il n'a pas laissé la tragédie définir son image publique. Il l'a intégrée, digérée, transmutée en regard critique sur le monde. Il serait faux de croire que cette cuirasse humoristique efface la douleur. Elle la contient, elle la rend compatible avec la vie publique, mais elle n'annule ni l'absence, ni le manque, ni la mémoire. L'humour, chez Philippe Cavrivière, n'est pas une négation du chagrin. Il est une manière de vivre avec, de cohabiter avec l'irréparable sans s'y dissoudre. Pendant des années, le drame personnel de Philippe Cavrivière est resté à l'écart de la sphère médiatique, non pas par oubli, mais par choix. Dans un paysage où l'exposition de l'intime est devenue monnaie courante, ce silence prolongé interroge. Pourquoi parler quand tant d'autres se taisent? Et pourquoi se taire quand la norme semble être la confession permanente? Celui où le silence, sans jamais disparaître complètement, commence à se fissurer. Non sous la forme d'une révélation spectaculaire, mais par touches successives, presque involontaires. Un mot lâché, une allusion, une inflexion dans le ton. Autant de signes qui laissent entrevoir ce qui, jusqu'alors, était resté hors champ. Philippe Cavrivière n'a jamais annoncé frontalement la tragédie qu'il a traversée. Il n'y a pas eu d'interview exclusive, pas de récit détaillé, pas de mise en scène émotionnelle. Lorsqu'il évoque la perte de sa mère et de sa sœur, c'est toujours de manière indirecte, fragmentaire, presque elliptique. Ce mode de révélation est révélateur en soi. Il ne s'agit pas d'un aveu au sens classique, mais d'un desserrement progressif. Comme si, après des années de retenue, certaines barrières pouvaient enfin s'abaisser sans pour autant s'effondrer. Cette parole parcimonieuse s'inscrit dans une logique de maîtrise. Philippe Cavrivière choisit quand parler, comment parler, et surtout jusqu'où. Il conserve la main sur son récit. Dans un univers médiatique souvent avide de détails intimes, cette posture constitue une forme de résistance. La question du timing est centrale. Pourquoi ces éléments de vérité émergent-ils à ce moment précis de sa carrière? Plusieurs facteurs peuvent être avancés. D'abord, la maturité professionnelle. Philippe Cavrivière n'est plus dans une phase de construction ou de conquête. Sa place est établie, sa légitimité reconnue. Il n'a plus besoin de se protéger par le silence pour exister médiatiquement.
Ensuite, le temps du deuil. Certaines douleurs nécessitent des années avant de pouvoir être évoquées, même partiellement. Le silence n'est pas toujours un refus de parler, il est parfois une attente. Attendre que la blessure cesse d'être béante. Attendre que les mots ne détruisent pas ce qu'ils tentent de dire. Enfin, il y a le contexte collectif. La parole autour du cancer, du deuil et de la vulnérabilité a évolué. Le public est peut-être plus disposé à entendre, sans voyeurisme excessif, sans exiger de justification émotionnelle. Lorsque ces fragments de vérité apparaissent, la réaction du public est marquée par une forme de sidération discrète. Beaucoup découvrent alors une facette inconnue de Philippe Cavrivière. Non pas l'humoriste mordant, mais l'homme marqué par la perte. Cette découverte ne provoque ni scandale ni emballement. Elle suscite plutôt du respect. Le public, habitué à consommer des récits intimes souvent surjoués, semble reconnaître la sincérité d'une parole rare. Le silence passé devient, rétrospectivement, un signe de dignité. Dans les réactions observées, une constante revient. L'admiration pour cette capacité à avoir continué, à avoir tenu, sans jamais instrumentaliser la tragédie. Loin de fragiliser son image, cette révélation tardive la renforce. Elle donne de l'épaisseur à un personnage déjà reconnu pour son intelligence et sa rigueur. Du côté des professionnels, des médias, la réaction est plus nuancée. Certains voient dans cette discrétion un contre-modèle salutaire, une preuve qu'il est encore possible de faire carrière sans tout livrer. D'autres s'interrogent sur la frontière entre pudeur et opacité. Mais dans l'ensemble, la posture de Philippe Cavrivière est perçue comme cohérente. Elle s'inscrit dans une continuité, celle d'un homme qui n'a jamais cherché la facilité émotionnelle. Sa parole publique, même lorsqu'elle devient plus personnelle, reste alignée avec ce qu'il est. Cette cohérence explique pourquoi la révélation ne provoque pas de rupture narrative. Il n'y a pas de nouveau Philippe Cavrivière. Il y a simplement une compréhension plus complète de ce qui le constitue. En filigrane, cette révélation rappelle une vérité essentielle. La célébrité n'immunise pas contre la maladie ni contre la perte. Le cancer traverse toutes les classes sociales, toutes les notoriétés, sans distinction. En choisissant de ne pas exposer sa douleur, Philippe Cavrivière évite un piège fréquent, celui de l'exceptionnalité. Son drame n'est pas présenté comme unique ou extraordinaire. Il rejoint, silencieusement, celui de millions d'anonymes. Ce positionnement renforce paradoxalement l'identification du public. Beaucoup se reconnaissent dans ce silence, dans cette difficulté à parler, dans cette nécessité de continuer malgré tout. En refusant de transformer sa tragédie en récit médiatique, Philippe Cavrivière envoie un signal clair. Il rappelle que tout n'est pas destiné à être partagé, commenté, consommé. Dans une époque saturée de paroles, cette retenue devient presque subversive. Elle interroge notre rapport collectif à l'émotion, à la souffrance, à la transparence supposée des figures publiques. Philippe Cavrivière ne se pose jamais en modèle. Pourtant, son attitude dessine une autre voie possible, celle d'une parole choisie, maîtrisée, rare. Une parole qui ne cherche pas à convaincre mais simplement à exister. Il y a des tragédies qui laissent des cicatrices visibles et d'autres qui façonnent une existence de manière plus souterraine mais tout aussi irréversible. La disparition de la mère et de la sœur de Philippe Cavrivière appartient à cette seconde catégorie. Elle ne s'affiche pas, elle ne se revendique pas. Elle se transmet autrement, dans le regard porté sur le monde, dans la manière de parler, d'écrire, de se tenir face aux autres. La perte d'un proche est souvent décrite comme une absence, mais elle est aussi une présence paradoxale, une présence discrète, constante, qui s'insinue dans les choix, les valeurs, les priorités. Chez Philippe Cavrivière, cette présence n'est jamais revendiquée, mais elle est perceptible. Elle se manifeste dans une exigence accrue de justesse, dans une intolérance marquée pour le mensonge, la posture, la grandiloquence morale. Celui qui a été confronté à la mort réelle, intime, définitive, développe souvent une lucidité particulière face aux drames factices et aux indignations opportunistes. La tragédie familiale n'a pas rendu Philippe Cavrivière plus amer, elle l'a rendu plus précis, plus rigoureux, plus attentif à ce qui compte vraiment et plus impitoyable avec ce qui relève de l'artifice. Ni sa mère ni sa sœur ne sont devenues des figures publiques posthumes. Il n'y a pas de célébration médiatique, pas d'hommage spectaculaire. Leur mémoire existe ailleurs, dans la fidélité à une certaine idée de la dignité. Cette fidélité se traduit par un refus constant de l'exploitation émotionnelle, par la volonté de ne pas transformer l'intime en capital symbolique. En ce sens, l'héritage laissé par ces deux femmes n'est pas narratif, mais éthique. Philippe Cavrivière ne parle pas d'elles, mais il agit comme si leur regard l'accompagnait encore. Comme si chaque prise de parole devait rester compatible avec ce qu'elles auraient reconnu comme juste. Cette hypothèse, bien que jamais formulée, éclaire une grande partie de sa posture publique. Dans le discours médiatique contemporain, la résilience est souvent héroïsée. Elle devient un récit de dépassement, de victoire sur l'adversité. Or, la trajectoire de Philippe Cavrivière propose une autre lecture.
Ici, la résilience n'est ni spectaculaire ni revendiquée. Elle n'est pas racontée comme un exploit. Elle s'inscrit dans la durée, dans la continuité, dans le fait de rester debout sans en faire un manifeste. Cette forme de résilience est plus discrète, mais aussi plus crédible. Elle n'abolit pas la douleur, elle apprend à vivre avec. Elle accepte l'irréparable sans chercher à le sublimer à tout prix. Le parcours de Philippe Cavrivière rappelle une vérité souvent oubliée. La célébrité n'est qu'une surface. Elle ne protège ni de la maladie, ni de la perte, ni de la solitude. Derrière les figures publiques se cachent des histoires qui ressemblent à celles de millions d'anonymes. En refusant d'exposer son drame, Philippe Cavrivière évite de créer une distance artificielle entre lui et le public. Il ne se place pas au-dessus, ni à part. Il ne fait pas de sa souffrance une singularité. Au contraire, son silence rapproche. Il rappelle que beaucoup vivent des tragédies similaires sans jamais avoir l'espace ou la légitimité de les raconter. En ce sens, son choix est presque politique, même s'il ne s'en réclame pas. Si Philippe Cavrivière transmet quelque chose de son histoire, ce n'est pas par le récit, mais par l'attitude, par la rigueur intellectuelle, par le refus du simplisme, par une certaine forme de courage discret. Cette transmission indirecte est peut-être la plus durable. Elle ne dépend pas de l'émotion du moment, mais s'inscrit dans une cohérence de long terme. Elle invite à une autre relation au succès, à la parole, à la visibilité. Dans un monde médiatique souvent dominé par l'excès et l'urgence, cette posture apparaît presque anachronique. Et pourtant, elle résonne profondément avec une partie du public lassée des mises en scène émotionnelles. Il serait tentant de tirer de ce parcours une leçon universelle. Philippe Cavrivière s'y refuse. Il ne moralise pas. Il ne propose pas de modèle. Il se contente d'exister avec ses choix, ses limites, ses silences. Et c'est précisément ce refus de la leçon qui donne du sens à son histoire. Elle ne cherche pas à convaincre, elle invite à réfléchir, à reconsidérer notre rapport à la douleur, à la parole, à la visibilité. La tragédie familiale n'est pas devenue un discours, elle est devenue une boussole intérieure. Derrière le rire, il y a une endurance. Derrière la satire, une mémoire. Derrière le silence, une fidélité. Et peut-être est-ce là, finalement, la forme la plus aboutie de résilience. Continuer à avancer sans renier ce qui a été perdu, sans le transformer en spectacle, mais sans jamais l'oublier.